Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Les prisons belges sont surpeuplées. Le 15 novembre 2023, 11 768 personnes étaient incarcérées en Belgique pour 10 493 places. On continue donc à incarcérer de plus en plus et on atteint plus de 10% de surpopulation. Ce constat, il est récurrent en Belgique. La surpopulation carcérale fait presque partie des meubles et pourtant d'autres pays agissent. La Finlande, par exemple, a diminué de presque 20% son taux d'incarcération en 10 ans. Les Pays-Bas également. À l'occasion des Journées nationales de la prison, on porte ce soir un autre regard sur la détention et sur les politiques carcérales de nos voisins. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizan. Montrer que d'autres politiques carcérales existent, apporter des chiffres précis sur les prisons, mais également faire remonter des témoignages du quotidien en prison à travers le monde. Ce sont les objectifs du site Prison Insider. On accueille ce soir l'une de ses cofondatrices, Clara Grisot. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes aujourd'hui membre du conseil d'administration de Prison Insider, mais vous avez piloté pendant longtemps la partie témoignages du site et vous êtes aussi la co-auteure du livre Inside Outside, un livre qui sort dans quelques jours aux éditions Libelle et que vous avez écrit avec le photographe Bertrand Gaudière. Et à vos côtés, on accueille Sarah Grandfils. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du bureau du Conseil central de surveillance pénitentiaire. Alors, Clara Grisot, on a parlé de Prison Insider. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelles sont les origines de ce projet ? Alors, Prison Insider naît d'un constat, celui que les informations sur les prisons, elles existent, mais elles sont le fait de soit d'organisations extrêmement spécialisées ou militantes, ou alors le fait de quelques personnes, de proches de personnes détenues. Donc, en fait, toutes ces informations existent, mais elles sont soit difficiles d'accès, disséminées, pas vérifiées, elles ne remontent pas. Et donc, l'objectif de Prison Insider, c'est de se dire on veut créer une plateforme sur laquelle toute personne concernée par la question des prisons peut retrouver une information sur l'état des prisons à travers le monde. Et l'objectif, c'est d'avoir un site d'information, donc un site internet. C'est une plateforme qui est en accès libre, en 3 langues, français, anglais, espagnol, avec 3 grands piliers qui sont premièrement informer, donc c'est-à-dire fournir des données sur des données chiffrées, mais également des fiches pays. Donc, pour un certain nombre de pays, on a des fiches pays qui regroupent 380 critères à peu près, qui viennent dérouler comme ça le fonctionnement d'une organisation pénitentiaire. Combien il y a d'hommes, combien il y a de femmes, est-ce qu'ils mangent, est-ce qu'ils travaillent, est-ce qu'ils sont payés, est-ce que leur salaire est au-dessus ou en deçà de ce qui est pratiqué à l'extérieur. Voilà. Et donc, il y a tout ce déroulé-là par pays. Ensuite, vu que c'est par pays, on peut comparer les indicateurs d'un pays à un autre. Donc, on peut regarder, par exemple, le taux d'incarcération en France, en Belgique, en Finlande, au Brésil. Et puis, on a des dossiers thématiques avec un sujet et se dire, comment les pays vont répondre à la question des troubles psychiques des personnes incarcérées. Donc là, on va faire ce travail-là sur 6, 8, 10 pays. Et puis la dernière partie, qui était celle pour laquelle j'étais en charge, qui était la partie du témoignage. C'est-à-dire au-delà des chiffres, au-delà des rapports qui peuvent être parfois un petit peu arides, un peu encyclopédiques, comment est-ce qu'on rentre par le singulier ou par l'image et se dire, derrière tous ces chiffres et tous ces constats, il y a des histoires. Et en fait, chaque personne ne vit pas une journée en détention de la même manière, en fonction de ses problématiques, mais en fonction de est-ce qu'elle est incarcérée en Bulgarie, aux États-Unis, au Japon. Tout ça se passe en fait assez différemment d'une personne à une autre. Mais on va creuser ces différentes parties, mais j'ai envie de me tourner vers vous, Sarah Grandfils, parce que effectivement, ce qui se passe en prison est souvent invisibilisé. On connaît très peu ce qui se passe derrière les murs d'une prison, et on voit un site comme Prison Insider qui reprend des informations très précises, outre les témoignages, mais où il reprend toute une série d'informations sur la prison. Mais c'est intéressant, et c'est un peu ce que vous faites vous aussi au niveau du Conseil central de surveillance pénitentiaire pour la Belgique, c'est récolter toute une série de données sur les prisons.
Oui, en effet, c'est un des objectifs du Conseil central de surveillance pénitentiaire. Une de ses missions, au-delà du contrôle des conditions de détention, c'est de faire ressortir à l'extérieur les constats que nos membres, les membres des commissions de surveillance et les membres du Conseil central de surveillance pénitentiaire, quand ils effectuent des visites, ont l'occasion de faire sur place. C'est par la publication des rapports, non seulement les rapports annuels du Conseil central et des commissions de surveillance, mais des rapports de visite ou des rapports sur des questions thématiques, on fait ressortir toute une série d'informations aussi objectives que possible par rapport à la situation des différents établissements pénitentiaires, parce que alors Prison Insider compare un pays à l'autre sur base de son système pénitentiaire. Nous, on va comparer une prison à l'autre, une manière de détenir à une autre, d'une maison de détention à une maison de transition ou à une prison, une maison d'arrêt, une maison de peine, avec un régime semi-ouvert ou un régime plus fermé. Et c'est le but des rapports des commissions de surveillance et de ce travail qui repose sur les épaules de citoyens volontaires qui vont chaque semaine visiter les prisons auprès desquelles les commissions de surveillance sont établies. Et du coup, la force de cette comparaison que vous faites, on va dire, entre prisons du pays, c'est de quoi? C'est de voir un peu les bonnes pratiques, les choses qui se font bien d'un côté ou qui se font mal d'un côté et de l'autre? Oui, on va dégager... Le but est toujours de pouvoir faire ressortir à la fois les problèmes qui émergent des différentes demandes, des différents griefs qui sont soulevés par les détenus qui résident dans les prisons concernées, et de pouvoir déterminer parmi ces problèmes quels sont ceux qui relèvent de dysfonctionnements structurels et à propos desquels il faut s'attaquer, je dirais, de manière plus structurelle au niveau des établissements, au niveau local ou au niveau central, mais c'est aussi de mettre en évidence les bonnes pratiques et de les partager. Ce qu'on constate, c'est que le dialogue, la communication entre les différents établissements pénitentiaires n'est pas optimale. Alors, je pense que la surpopulation n'y est pas pour rien. Chacun est très, très occupé à sa tâche, vu le nombre de personnes qui sont incarcérées, vu l'insuffisance de personnel, vu les différents problèmes qui affectent les différents établissements. Et donc, ce dialogue, cette communication entre établissements n'a pas toujours lieu de manière suffisante. Et donc, on essaye aussi de faire ressortir ces bonnes pratiques et de pouvoir les disséminer. Mais ça reste assez compliqué parce que pour pouvoir prendre connaissance de ces rapports, il faut du temps aussi. Oui, il faut aller sur place aussi. Mais donc, Claire Grisot, vous l'avez dit, une des parties du site, c'est vraiment cette comparaison entre différents pays et ces données récoltées qui permettent donc de comparer les différentes politiques carcérales dans différents pays. Quelle est la force pour vous de cette comparaison? Quel est l'intérêt? L'intérêt de la comparaison, on l'a, on va dire... on l'a souligné dès le début de la création de Prison Insider. L'idée, c'était de situer aussi des pratiques au regard de ce qui se fait ailleurs. Quand j'entends parler Sarah Grand-Fils, par exemple, je me dis que c'est extrêmement intéressant de voir comment fonctionnent les commissions de surveillance, puisque finalement, on voit que dans d'autres pays, il n'y a pas c'est pas organisé de la même façon. Et de se dire, voilà, comment est-ce que on engage les citoyens à aller surveiller la prison qui est à côté de chez eux, ou alors est-ce que c'est dévolu à des professionnels? Tout ceci est quand même assez intéressant. Situer des pratiques, c'est aussi de voir, par exemple, il y a quelque chose qui est extrêmement intéressant, c'est la structuration de l'organisation de l'administration pénitentiaire. Est-ce que l'administration pénitentiaire dépend du ministère de la Justice ou du ministère de l'Intérieur ? Et puis on voit qu'il y a des réformes institutionnelles où on voit tout à fait que ça peut être assez différent d'un pays à un autre. Ou comment, par exemple, en 94, en France, on parlait plus de médecine pénitentiaire puisque les services de soins sont sortis du giron du ministère de la Justice pour être au ministère de la Santé. Ce qui est d'ailleurs réclamé en Belgique depuis longtemps. Ouais. Voilà, et donc c'est quand même très intéressant de voir comment tout ça se structure et de se dire, il y a quand même des pays qui fonctionnent différemment. Et puis, qu'est-ce que ça produit ? Ou par exemple, au moment de la crise du Covid, l'équipe de Prison Insider, dont je faisais encore partie en tant que salarié, on a regardé ce qui se passait, comment les prisons répondaient
à l'épidémie de Covid-19. Et voilà, et puis est-ce qu'il procédait à l'isolation, à l'isolement des personnes, comment tout ça s'organisait dans une situation d'urgence, est-ce qu'il procédait à des libérations anticipées, est-ce qu'il diminuait le nombre d'entrées, est-ce qu'il procédait à des aménagements de peine. C'est assez intéressant de voir dans des situations de crise comment chaque pays en fait répond à l'urgence. Voilà, donc l'intérêt de la comparaison, c'est moins pour dire, moins pour classer en fait que s'inspirer, puisqu'en fait toute politique publique a besoin de s'inspirer, d'être évaluée et donc de se situer par rapport à ses voisins. On voit qu'on est quand même dans un monde qui est à la fois dans la coopération et de la mondialisation. Donc en fait, on ne peut pas rester totalement hermétique à ce qui se passe chez nos voisins. Mais alors, c'est vrai qu'ici, on est en plein dans les journées nationales de la prison qui ont pour objectif de mettre en avant justement le vécu en prison, les conditions de vie, les conditions de détention, la politique carcérale en Belgique. Et le thème de cette 10e édition, c'est 10 ans ferme, rien n'a bougé. Est-ce que, Clara Grisot, on voit que dans d'autres pays, il y a quand même des choses qui bougent. Est-ce qu'il y a des pays qui se démarquent par des politiques pénitentiaires un peu innovantes parce que quand on voit le thème des journées en Belgique, c'est un peu déprimant. Hein. On reviendra dessus, Sarah Grand-Fils, peut-être sur voir quand même s'il n'y a pas des choses qui ont bougé. Mais est-ce qu'il y a d'autres pays qui peuvent nous inspirer ? Alors en fait, je voudrais cette thématique des journées nationales de prison, je me suis dit, oh là là, c'est quand même pas très engageant, mais en même temps, faut dire les choses, quoi. Je vais vous lire quand même le début du rapport d'activité, donc le dernier rapport d'activité du contrôleur général des lieux de privation de liberté, donc qui est l'organisation, le mécanisme national de prévention pour la France, qui commence son rapport comme ça. Inertie, définition. Manque d'activité, d'énergie, état de ce qui ne bouge pas ou peu. Synonyme, apathie, immobilisme, inaction, facilité. C'est assez navrant, mais l'inertie est un mur auquel se heurtent les alertes incessantes du CGLPL sur l'état déplorable de lieux qu'il visite. Certes, il y a bien quelques progrès, mais trop peu. L'État semble endormi. Ça veut tout dire. Voilà, en fait, les journées nationales prison en Belgique, le thème pourrait s'appliquer pour la France. Je rappelle quand même que la France a été condamnée 17 fois par la Cour européenne des droits de l'homme en raison de ces conditions, de ces conditions de détention qui violent l'article 3, qui, pour rappel, prohibe la torture, les traitements inhumains et dégradants. La surpopulation, il n'y a jamais eu autant de monde dans les prisons françaises. Donc ce constat, effectivement, extrêmement noir sur les prisons françaises. On a l'impression qu'effectivement, la prison n'a jamais été la priorité, en tout cas, des pouvoirs publics. Il y a toujours une grande violence, on bafoue les droits humains et la dignité tous les jours dans les prisons françaises. Et en même temps, on voit que dans le temps, si on regarde les années 70 en France, les prisonniers français avaient encore ce qu'on appelle la tinette, où ils faisaient leurs besoins en cellule. Il n'y avait pas la radio. Comme je l'ai expliqué, la médecine était pénitentiaire. Donc il y a des choses qui bougent, mais c'est dans le temps long. Et puis c'est difficile de satisfaire de quelques miettes de choses qui fonctionnent bien, quand par ailleurs la surpopulation gâche tout. Et donc voilà, enfin parce que ce que j'ai oublié de dire quand même, c'est que tout le travail d'analyse tout le travail de Prison Insider repose sur les instruments internationaux en termes de droit fondamental, donc tous les textes, toutes les normes internationales. Donc en fait, on peut pas se contenter de là ici les droits sont un peu moins bafoués. Enfin c'est pas possible en fait. C'est soit le droit il est respecté, soit il ne l'est pas. Sarah Grand-Fils, revenons effectivement sur ce thème des journées nationales de la prison, 10 ans ferme et rien n'a bougé. Est-ce qu'on peut dire par exemple qu'en termes de surpopulation, rien n'a bougé ? Les choses se sont aggravées. Rien n'a bougé depuis 30 ans, depuis le dernier colloque qui s'est tenu sur la question Barsten de murs. Donc, écartons les murs. Non, les choses se sont aggravées. On a, vous le disiez en début d'émission, 11 768 détenus, alors qu'il y a à peine quelques années, le ministre précédent,
deux ministres précédents, du coup maintenant, le ministre Gaines s'était engagé à limiter à 10 000 personnes le nombre de détenus dans les établissements pénitentiaires. Donc les choses s'aggravent, se sont encore aggravées depuis le mois de septembre et la deuxième phase de l'entrée en vigueur de dispositions d'une loi de 2006 qui mettent à exécution en prison les courtes peines, donc les peines de 6 mois à 3 ans. La pression s'est encore accentuée sur les établissements pénitentiaires avec la présence de détenus qui sont condamnés à des courtes peines et qui, selon les projets du ministre précédent, donc de M. Van Quickenborne, devaient séjourner dans des maisons de détention, donc des prisons à petite échelle avec un niveau de sécurité assez faible et donc une ouverture vers l'extérieur, une porosité vers la communauté importante. Ces maisons de détention sont au nombre de 2, alors qu'elles devaient être 8. Elles ont environ, je pense, 120 places disponibles et seule une trentaine de places sont occupées aujourd'hui. Les personnes qui ont été condamnées à des courtes peines sont donc, à l'heure d'aujourd'hui, à l'exception de ces quelques personnes, dans les établissements pénitentiaires, dans les maisons d'arrêt, les endroits qui sont les plus surpeuplés, et donc vivent des conditions de détention qui sont dramatiques, alors même que ces personnes ont commis des faits qui ne requièrent pas plus de 3 ans d'emprisonnement et donc devront retourner à la société pour assez rapidement et auront pourtant été désocialisés, précarisés, mis dans des situations de détention qui risquent de provoquer ou d'aggraver des problématiques de santé mentale et physique, puisque nous, à l'inverse de la France, on n'a pas encore définitivement fait ce pas de la réforme des soins de santé pénitentiaire. Et donc, ils dépendent encore de la justice, pas de la santé publique, en tout cas pas encore entièrement. Et donc, on déplore encore un manque de qualité de soins, un manque d'accès aux soins et une équivalence des soins qui n'est absolument pas avec la société extérieure, qui n'est absolument pas effective. Oui, Clara Grisot. Oui, vous me posiez la question sur des bonnes pratiques et je me dis que si on continue comme ça, on va faire fuir tout le monde et on a besoin plus que jamais de personnes qui se mobilisent sur la question de la défense des droits fondamentaux des personnes détenues. Donc peut-être donner un petit peu par exemple, sur la question des maisons de détention. Alors évidemment, personne ne se réjouit de l'ouverture de prisons. Même si c'est des petites prisons, même si c'est des maisons de détention, mais Prison Insider a publié un rapport thématique sur la question d'un changement d'échelle. Donc il y a des personnes qui se questionnent et qui mettent en place des systèmes, alors je ne sais pas si on peut dire innovants, mais en tout cas qui changent un petit peu de ce qui se fait comme toujours, puisque finalement tout ce qu'on fait depuis toujours n'a pas l'air de fonctionner très bien. Donc il y a quand même des personnes qui tentent d'autres chemins. L'avenir dira, une fois qu'on aura évalué ces politiques, si c'était une bonne direction à prendre. Il y a des pays qui ont décidé, je pense notamment aux Pays-Bas, mais là encore, le pouvoir est dans les mains des politiques, de décider à un moment donné de, par exemple, décriminaliser un certain nombre de petits délits. Oui, ce qui évidemment a un impact sur la détention. Exactement. Logiquement. Et donc les Pays-Bas, entre 2006 et 2018, ils ont diminué leur taux d'incarcération de 125. Alors pour rappel, le taux d'incarcération, c'est le nombre de personnes détenues pour 100 000 habitants. Ce qui permet de comparer les pays, quelle que soit leur population. Donc les Pays-Bas ont diminué leur taux d'incarcération de 125 à 54 entre 2006 et 2018. Bon, ça, c'est une politique volontariste. C'est ni les directeurs de prison qui font ce choix-là. C'est vraiment une question politique à cet endroit-là. C'est des lois qui passent. La Norvège, je crois que c'est dans les années 90, décide de mettre plus ou moins une forme de numerus clausus, c'est-à-dire à partir du moment où une personne devra purger sa peine, elle devra attendre qu'il y ait une place qui se libère. Mais ensuite, il y a eu Là, encore une fois, il y a des chercheurs qui se sont penchés quand même sur cette question-là et qui ont soulevé un certain nombre de problèmes. C'est-à-dire que oui, certes, il n'y avait peut-être pas forcément de surpopulation, mais en revanche, il y a des personnes qui attendaient
comme ça, leur qui peine. exécutaient tardivement leur Qui peine. exécutaient, qui attendaient Est-ce qu'il y a un autant de impact temps. sur la réinsertion aussi, puisque Voilà. ou des personnes qui du coup ont un travail et qui le perdent parce qu'elles doivent C'est ça. Et qui réintégrer attendent la comme ça à prison, purger quoi. leur peine, Ça et n'a puis plus qui de sens. attendent, qui attendent plus de temps que le temps qu'ils ont à purger. Donc voilà, et on voit quand même que il y a des tentatives, et puis parfois, en fait, ça fonctionne pas, quoi. Mais il y a ouais. effectivement des maisons, des maisons de détention ou le même type de modèle qui ouvrent ailleurs, en Allemagne, en Finlande, je pense aussi. Ces modèles sont des modèles, je pense, à privilégier. La petite échelle, la différenciation, l'accompagnement au plus près des personnes qui en ont besoin pour pouvoir acquérir des compétences en termes de formation, d'éducation, pour pouvoir se réinsérer plus facilement après. Le problème ici en Belgique, c'est qu'on met un peu la charrue avant les bœufs. On décide de la mise en œuvre ou de l'application de cette disposition légale et donc d'exécuter effectivement en prison ces courtes peines, et en même temps ces maisons de détention ne sont pas prêtes, ne sont pas ouvertes. Le personnel qui doit y travailler et qui doit avoir une formation différente de celle d'un agent pénitentiaire classique dans une prison, je dirais normale en Belgique, ces personnes-là sont formées finalement beaucoup trop tard, sur le tas, les formations ne sont pas encore suffisamment adaptées, et donc on se donne pas le temps. Alors à la fois les choses doivent évoluer vite, on est d'accord, parce que sinon après on se fait ce constat de ce que tout évolue avec un temps long, mais si on met en œuvre des mesures sans avoir pris le temps de les mettre correctement sur pied, alors on est déjà dans quelque chose qui démarre avec un défaut au départ. On ne se donne pas toutes les chances. Que ce soit au niveau de Prison Insider, où vous avez vraiment toute une série de témoignages, et alors dans votre livre, on va en parler, Clara Grisot, mais que ce soit aussi au Conseil central de surveillance pénitentiaire, le témoignage est important. Par exemple, Sarah Grandfils, vous, en Belgique, votre rôle notamment, c'est de récolter des témoignages, de recevoir des plaintes ou des témoignages de détenus sur comment la vie se passe en prison. Oui, alors c'est assez archaïque comme système, mais dans chaque prison, en tout cas les anciennes, il y a des boîtes aux lettres sur les différentes ailes où se répartissent les cellules des personnes détenues. Et les personnes détenues ont la possibilité d'écrire ce qu'on appelle des petits billets de rapport qui vont aller poster dans ces boîtes aux lettres, où ils vont aller expliquer les problèmes qui se présentent à eux. Ce sont souvent des appels à l'aide que relèvent chaque semaine les membres des commissions de surveillance. Ils vont avec leurs petites clés ouvrir les boîtes aux lettres, chercher les billets de rapport, les parcourir et, si nécessaire, aller revoir les détenus pour approfondir la demande ou pour leur expliquer que la demande ne relève pas de la commission de surveillance, mais bien du service de santé, du greffe ou de leur avocat, parce que ça dépasse les limites de notre mandat. Dans les prisons modernes, ces billets de rapport se déposent via les systèmes informatiques, les plateformes qui existent et qui permettent aux détenus, depuis leur cellule, de poster un message. Mais c'est la même idée, c'est de pouvoir se plaindre, déposer une demande, exposer sa situation et de demander l'assistance de la commission de surveillance qui va pouvoir, par le biais de la médiation, mais surtout en fait d'un dialogue, faciliter la résolution du problème, de la situation qui concerne la personne avec les différents services de la prison, avec comme but ultime, comme je le disais tout à l'heure, de croiser en fait ces différents témoignages et de se dire que si on a sur une semaine reçu une 50aine de plaintes, de billets de rapport qui concernent la cantine ou le mauvais fonctionnement du système du service de santé, eh bien, c'est qu'il y a un problème à ce niveau-là, et un problème de plus grande ampleur qu'il va falloir tenter de résoudre par le biais d'un dialogue avec la direction ou avec la personne qui est responsable du service de santé. Oui, donc dans l'importance de donner la parole aux détenus. Et donner la parole aux détenus, Clara Grisot, vous l'avez fait pendant plusieurs années sur le site Prison Insider, où il y a vraiment une section témoignages où des détenus et détenues d'ailleurs de tous les pays témoignent très régulièrement. Et vous
vous avez fait ici aussi un projet qui s'appelle Inside Outside, projet qui va donner naissance à un livre là dans quelques jours. Et ça, c'est un projet que vous avez mené avec un photographe. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelle était votre démarche avec ce photographe ? Ce projet est né de la rencontre avec Bertrand Godillère, qui est photographe, et qui avait déjà effectué un travail tout seul, on va dire, tout seul et avec une personne avec laquelle il avait entretenu une correspondance photographique. Et donc c'était une personne détenue en France, et pendant tout le temps de la détention de cet ami qui était incarcéré, il lui avait envoyé des photos toutes les semaines, avec rien d'autre que la photo, et l'autre lui répondait depuis l'intérieur. Et donc voilà, c'était un pont entre l'intérieur et l'extérieur. Et puis quand Prison Insider a rencontré Bertrand Godillère, on a tout de suite vu la possibilité de pouvoir déployer ce projet à l'international. Et donc, pour être sur une correspondance qui ait du sens, on a décidé de la centrer autour des 5 sens, de se dire que c'était peut-être une manière assez universelle de parler de la privation de liberté, c'est de se dire en parlant des 5 sens, donc goût, ouïe, odorat, toucher, de se dire, en fait, la privation de liberté, quelles que soient les conditions matérielles de détention, qu'on ait l'eau chaude, l'eau froide, qu'on dorme par terre ou sur un lit, finalement, la privation prolongée de liberté, elle altère notre façon d'être au monde. Donc, elle altère le corps, et donc elle altère les sens. Et donc on s'est dit, donc ça c'était l'intuition de départ, on s'est dit il faut la vérifier. Et donc du coup on a envoyé la même photo à 14 personnes détenues qui étaient incarcérées dans 9 pays différents. Donc, alors, je ne sais pas si je vais réussir à tous m'en souvenir, mais donc États-Unis, Guatemala, Colombie, Argentine, France, Suisse, Ukraine, Liban, Japon, Italie. Ça y est, je les ai tous. Et puis on a envoyé ces photos accompagné d'une légende, puisque le but c'était vraiment, à cet endroit-là, Prison Insider était comme un facilitateur de cette... puisqu'on avait la capacité déjà de mettre en lien, de connaître un petit peu quelles sont les manières de correspondre, et puis de traduire surtout, puisqu'en fait c'est 9 pays, 14 personnes détenues, mais en fait 6 langues. Et donc du coup, nous on avait toute cette capacité de traduction pour que ces personnes-là nous répondent depuis leur lieu d'incarcération, de ce que cette photo leur évoquait depuis leur lieu d'enfermement, et d'avoir une parole libre. Et donc, on est arrivé sur des témoignages qui n'ont rien à voir avec ceux qu'on publie habituellement. C'est-à-dire que des personnes détenues se sont senties la liberté, et c'était ça qu'on voulait aussi, de partir sur une fiction, ou de nous écrire sur de la prose, mais voilà, il y avait toute une inventivité, et puis voilà, Bertrand répondait avec une autre photo. Voilà, donc il y avait 2 photos par sens. La première photo sur le temps, la dernière photo sur l'espace. Et donc voilà, ça a duré un peu plus d'1 an. Et j'ai envie de vous interrompre pour donner juste un extrait d'un témoignage qu'on trouve sur le site et qu'on retrouvera, je pense, dans le livre. Donc c'est face à une photo qui évoque le toucher. C'est Kaladel, femme de 28 ans détenue au Japon, qui écrit « Le toucher est une douleur douce amère, il vaut mieux l'oublier. N'y pense donc pas, cher cœur, n'y pense pas. Ne verse pas une larme pour l'étreinte d'un père ou le baiser d'une mère. Ne rêve pas à la chaleur de la joue d'un enfant appuyé, chaude et douce contre la tienne, ni à l'étreinte magnétique liquide d'un amant. Ne rêve pas aux vêtements trempés par la pluie dans des jardins au printemps ou au froid rude de la neige qui brûle la paume de ta main. Ferme les yeux et oublie. Pense plutôt à d'autres choses, car le toucher est l'amour, et l'amour est mort. » Je trouvais ça assez symbolique de effectivement ces 5 sens qui sont un peu auxquels les détenus et détenues n'ont plus vraiment accès finalement en prison. Ouais, ça m'émeut toujours à chaque fois, parce que je me souviens de recevoir ces lettres, et c'est d'une intimité folle en fait, où vraiment on touche quand même à des questions. Ça, c'est déchirant, en fait, avec des personnes détenues qui nous expliquent que sur le temps, par exemple, en fait, autour de moi, rien n'a bougé.
Mais par contre, je vois que la cime des arbres, elle est plus haute que quand je suis rentrée il y a 10 ans en prison. Et j'ai vu les rides naître sur mon visage. Enfin, et toutes ces choses-là qui sont... où je me souviens d'une personne détenue qui compare des souvenirs sonores avec les sons qu'elle entend en détention. Et puis d'un seul coup, le grincement de la porte devient le cri d'une mouette. Et voilà, il y a tout ce travail-là. Et voilà. Donc c'est un ouvrage qui va sortir, comme vous le disiez, sous peu, et qui est très sensible. Voilà. Et donc l'idée, c'était de rentrer dans la prison par ce contact en fait avec ces personnes-là, par une histoire singulière, par une manière d'être au monde qui nous rassemble énormément. Puis c'est des textes qui sont magnifiques. Merci beaucoup, en tout cas, à toutes les deux, donc, de nous avoir sensibilisés à cette question. Je rappelle donc Lara Grisot, le site Prison Insider, qui est vraiment une mine d'infos. Et alors, ce livre Inside Outside, qu'on peut déjà commander sur le site des éditions Libelle. Et Sarah Grand-Fils, le Conseil central de surveillance pénitentiaire, qui produit ses rapports annuels. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis et une belle soirée à tous. Au revoir. Au revoir.